D'abord, un bravo simplement à Ogmios, parce que c'est impressionnant de voir cet amphi plein. Ça faisait un certain temps que je ne l'avais pas vu plein. Je veux dire que... Ah bon? Ben oui, même Quand si... vous faites court, il est plein, non? Non. Il y a longtemps qu'il est plus plein. Et puis, ensuite, aussi... me réjouir de voir non seulement beaucoup de visages connus, mais beaucoup de visages connus d'étudiants internationaux. C'est une excellente occasion de vous rassembler tous cet après-midi autour de cette conférence du professeur Badi, que je suis ravi d'accueillir, parce que pour moi, qui le suis d'une quinzaine d'années dans l'ordre, non pas successoral, mais protocolaire ou biologique, je l'ai beaucoup lu. Quand j'étais à la fac, j'ai beaucoup lu ce que Bertrand Badi écrit. Et puis, il a formé toute une série de collègues avec lesquels je travaille en très bonne harmonie. Et puis, je crois aussi que la particularité de ses écrits, c'est non seulement d'avoir une connaissance extraordinairement fine et précise de certaines aires culturelles, et je crois qu'il vous dira qu'il n'est pas omniscient, mais qu'il y a quand même quelques aires culturelles qu'il connaît très bien, dont les États-Unis. Mais en même temps, quand j'entends le nom de Bertrand Badi, j'entends surtout un théoricien des relations internationales, quelqu'un qui a véritablement changé les paradigmes en matière de relations internationales. Et je ne veux pas citer beaucoup de noms ce soir, mais je crois que l'histoire de la diplomatie est une forme d'histoire qui est en train de profondément changer l'histoire diplomatique, mais aussi la théorie des relations internationales. Et on a eu du Rosel, on a Bertrand Badi, sous une forme très différente, avec plus de sciences politiques, plus de théorie. Mais je crois que vous êtes face ce soir, avec beaucoup de chance, à une très grande figure de l'université, et puis de l'université au sens large du terme, parce que vous avez aussi devant vous un universitaire qui s'est impliqué dans d'autres formes d'engagement pour l'État. Et ça aussi, c'est quelqu'un qui nous parle à Sciences Po. Le professorat, c'est pas uniquement une tour d'ivoire, et je crois que Bertrand Badi en est un excellent exemple. Et donc je lui cède tout de suite la parole en lui disant qu'il est ici, chez lui. Merci beaucoup. Vous me laissez sans voix, parce que après tout ce que vous avez dit, je ne peux que faire pire. Pire que l'idéal que vous avez décrit, qui ne correspond probablement pas à la réalité. Enfin, je vais essayer de me rattraper, même si vous avez mis la barre très haut. Merci, je suis très touché de vos propos introductifs, de votre présentation. Soyez certains que je ne suis pas du niveau de Jean-Baptiste Durosel, qui avait été autrefois mon maître, et que je continue à compulser presque quotidiennement. C'est un des livres qui est tout près de mon bureau et qui ne se démode pas. Donc je suis ému et un peu gêné pour lui que vous ayez tenté cette comparaison. Mais en tous les cas, j'en suis très fier et je vous remercie. Je vous remercie aussi d'avoir cru utile de venir à cette conférence. J'espère que dans une heure, vous n'aurez pas le sentiment d'avoir fait un mauvais calcul. J'espère aussi que, au-delà de l'heure de présentation qui me revient, on pourra ouvrir une discussion, échanger sur ce sujet. Alors, on m'a demandé de présenter mon dernier livre, Le temps des humiliés. Je ne vais pas vous le résumer parce que je suis sûr que vous l'avez tous lu et surtout que vous l'avez tous acheté. D'accord ? Mais ne le revendez pas d'occasion parce que ce marché est en train de tuer le livre.
Bon, mais je voulais aussi, et c'est ce qui m'a été demandé, vous présenter ce livre dans un contexte international extraordinairement troublé. Les premiers jours de l'année 2015 ont montré à quel point la séparation entre l'interne et l'externe, entre ce que les anglo-saxons appellent le domestique et l'international, cette séparation n'existe plus. Comment, effectivement, pour comprendre le monde, mais aussi pour comprendre notre société, il faut faire constamment le va-et-vient entre le local et le mondial, entre ce qui se passe dans la société française et ce qui se passe dans le monde. Il faut comprendre que le mythe du douanier, vous savez, le fameux douanier de Fernand Reynaud, vous êtes peut-être un peu jeune pour vous en souvenir, de ce douanier tout-puissant et qui arrêtait encore en 1986 le nuage de Tchernobyl à la frontière française, eh bien, ce mythe est maintenant dépassé. Rien n'est arrêté par la frontière et certainement pas les événements internationaux. Si je regrette un peu de constater à quel point les questions internationales sont marginalisées dans le débat public et en particulier dans les campagnes électorales, c'est parce que je suis persuadé que l'international aujourd'hui commande tout. Comment comprendre la crise économique que nous vivons, la fameuse austérité, les difficultés de politique publique, la crise européenne, comment comprendre la transformation de la société française avec l'avènement, hélas, de nouvelles violences, si ce n'est qu'en faisant l'effort de placer tout ça dans le contexte mondial. Et nous, Français, nous ne sommes pas exceptionnels. La même chose pourrait être dite partout dans le monde. Eh bien, voilà, c'est peut-être pour ça que nous entrons dans les nouvelles relations internationales. Alors, pourquoi je suis venu à introduire ce thème de l'humiliation dans les relations internationales ? Ça fait, je n'ose pas l'avouer, près de 40 ans que je travaille sur les questions internationales et j'ai toujours eu l'impression, à chaque étape de mes recherches, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait une part d'obscurité dans les relations internationales, qu'il y avait, comme on dit maintenant en astrophysique, une sorte de trou noir, non exploré et contourné. Et je me suis longtemps demandé à quoi imputer ce trou noir, c'est-à-dire en fait cette explication très en amont des phénomènes internationaux. Parce qu'après tout, on peut expliquer les compétitions de puissance, on peut expliquer l'échec de la puissance, on peut expliquer les conflits internationaux, on peut expliquer les errements du multilatéralisme, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus large qui appartient au domaine de la mondialisation et que jamais la science des relations internationales n'a pu construire en variable explicative. Et mon hypothèse, c'est que si on ne sait pas faire ça en relations internationales, c'est parce qu'on a laissé de côté l'étude des comportements sociaux. Comme si les comportements sociaux étaient extérieurs à notre discipline, qui n'étudierait en fait que le dialogue des monstres froids, que le dialogue des princes autour du tapis vert. Il ne célébrerait que les cravates diplomatiques. Or, en fait, les relations internationales, et je me suis tué pendant près de 40 ans à le dire et à le répéter, ce sont des faits sociaux comme les autres. Et au centre de ces faits sociaux, il y a, avec la mondialisation, et c'est un phénomène nouveau, et je vais vous expliquer pourquoi je le tiens pour un phénomène nouveau, un rôle tout particulier tenu par l'humiliation. Un rôle tout particulier tenu par l'humiliation, bien sûr, ce n'est pas l'humiliation prise dans son sens banal et quotidien, ce n'est pas l'humiliation de la microsociologie, ces humiliations qui ne cessent d'exister et de se reproduire des milliards de fois quotidiennement à la surface de la Terre. Vous êtes, je suis, nous sommes chaque jour humiliés des dizaines de fois et nous humilions, sans même nous en apercevoir, des dizaines de fois l'autre.
quand on bouscule quelqu'un pour entrer dans le métro, quand on regarde de haut sans même s'en apercevoir quelqu'un pour qui on n'a pas la considération d'un égal, eh bien on génère de l'humiliation. C'est banal. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de construire l'humiliation comme phénomène macro-sociologique. Et ceci m'amène vers deux cases de la sociologie des relations internationales que je voudrais explorer avec vous. D'abord, l'analyse du système international, très peu faite, il y a très peu de travaux sur le système international. Qu'est-ce que c'est le système international? Comment l'étudier? Quelles sont ses composantes? Eh bien, en reprenant le fil de l'analyse du système international, mon hypothèse numéro 1, c'est que ce système international est aujourd'hui organisé autour d'un usage stratégique de l'humiliation. L'humiliation est devenue comme le carburant, le principe fonctionnel du système international. Notre système international aujourd'hui fonctionne à l'humiliation, avec une diplomatie d'humiliation, avec des relations d'humiliation et avec le cortège d'effets pervers que porte cette humiliation. Ça, c'est ma première hypothèse. Je vais bien entendu m'expliquer en détail sur ce qu'elle signifie, parce qu'elle devient tellement importante, cette propriété nouvelle du système international, qu'elle vient en quelque sorte occulter tout le reste. Une puissance qui, comme dirait l'autre, est devenue impuissante, des frontières qui existent de moins en moins, des États qui sont de plus en plus mal en point, un multilatéralisme de plus en plus bancal. Bref, tout ceci est en quelque sorte à l'état pétrifié, comme si cette humiliation avait pris le relais de beaux principes institutionnels qui ne fonctionnent plus. Et la deuxième branche qui fonde mon hypothèse 2, je l'emprunte à mon maître, le maître des maîtres, qui est Émile Durkheim, le grand sociologue français de la fin du XIXe siècle. Et vous savez, Émile Durkheim, lui, s'est jamais intéressé à l'international, c'était pas la mode à son époque. Il s'intéressait aux nations qui étaient en train de parachever leur construction. Nous sommes, je vous le rappelle, au début de notre Troisième République en France. Et Émile Durkheim, c'est ça qui me fascine chez ce personnage, il ne s'intéresse pas à la puissance. Si vous lisez Durkheim, vous trouverez très peu le mot pouvoir, puissance. Il en parle de temps en temps, pouvoir, pas puissance. Mais c'est très marginal chez lui. Alors que son collègue de l'autre côté du Rhin, à savoir, voilà, ils sont bons, Max Weber, lui, a construit toute sa sociologie sur la puissance. Alors pourquoi d'un côté du Rhin, toute la sociologie repose sur le Macht, opposé à Herrschaft, et pourquoi de ce côté-ci du Rhin, on ne parle pas dans l'élaboration sociologique de puissance? Et pour une raison en fait très simple, c'est que vous savez que Durkheim a lu Marx, a été convaincu par Marx, mais convaincu par le Marx scientifique et pas par le Marx politique. C'est-à-dire qu'il suit Marx dans l'idée que ces sociétés qui sont en pleine division du travail social, vous savez ça, ces sociétés sont exposées à un risque de conflit de plus en plus aigu. C'est-à-dire que Durkheim admet l'hypothèse de la lutte des classes. Seulement, la différence qu'il y a entre Marx et Durkheim, c'est que Marx construit une stratégie politique à partir de la lutte des classes, et justement une stratégie de pouvoir, une stratégie de domination, tandis que Durkheim, il dit non, il faut surtout arrêter ça. Il ne faut pas que cette généralisation et cette densification, intensification du conflit social aboutissent à l'écroulement et à la décomposition de la société. Et donc, délaissant Weber, qui ne l'intéresse plus, Durkheim nous dit « Mon problème, c'est justement la survie de la société. » Et nous dit Durkheim, et ça c'est très très fort, il nous dit à la base de la société, il y a le lien social. Le lien social. C'est-à-dire que Durkheim, et ça moi personnellement, j'en suis totalement convaincu, probablement contre Marx, probablement même contre Hobbes,
Durkheim part de l'idée que le pouvoir à lui seul ne peut pas bâtir une société et donc ne peut pas bâtir le bonheur. La société, elle n'est possible que si elle est construite sur du lien social solide. Et alors, ce que dit Durkheim est de plus en plus fort, parce que Durkheim nous dit, avec la division du travail social, ça vous savez, vous avez dû voir tout ça, avec la division du travail social, il y a un lien de solidarité organique entre les individus. Quand il y a une division du travail, eh bien, vous vous entendez de manière à ce que cette division du travail aboutisse à des produits dont vous pourrez vous-même bénéficier. Vous comprenez ça c'est très, très simple et très évident. Seulement, il nous dit, il ne suffit pas qu'il y ait une bonne division du travail social pour créer du lien social. Et Durkheim ajoute quelque chose qui passait un peu inaperçu ou oublié, ou qui fait ringard, qui est de dire le vrai lien social, le lien social solide, il repose sur un lien moral. Un lien moral, ça veut dire quoi? Ça veut dire une conscience et une volonté de solidarité chez les individus. Et ça, c'est un peu oublié par la sociologie, mais vous voyez, je trouve que c'est très fort. Parce que c'est une sociologisation du contrat social. C'est-à-dire, ce qui permet à une société d'exister, après tout, c'est la volonté des individus de vivre ensemble, de coexister. Et pour moi, d'ailleurs, on débouche là sur la définition du politique. Qu'est-ce que c'est que le politique? C'est l'art d'assurer la coexistence entre des individus différents. C'est, à mon avis, la seule définition possible du politique. Ce n'est pas le pouvoir, parce que le pouvoir, vous en trouvez partout, à l'université, monsieur le directeur, enfin partout, il y a du pouvoir, ce n'est pas pour autant du politique. Le politique, c'est quelque chose qui fonde la cité. La cité, c'est quelque chose d'unique par rapport à tous les autres collectivités sociales. Et cette cité, elle existe parce que les individus, ils ont envie de vivre ensemble. On en parle beaucoup en ce moment, du désir de coexistence. Mais le désir de coexistence, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas un décret pris en Conseil des ministres. Article 1, il est décidé que tous les Français aimeront vivre ensemble. Non, ça naît des profondeurs des individus, c'est-à-dire du sentiment qu'ils ont, qu'ils peuvent s'entendre avec les autres. C'est un pari, c'est un choix. Et puisqu'on est à la Troisième République, le positivisme, toute l'ambiance que vous n'avez pas connue, moi non plus d'ailleurs, et oui, pas si vieux que ça, eh bien, Durkheim ajoute, pour réussir à construire ce lien moral, il faut une éducation morale. C'est-à-dire, l'éducation morale, ce n'est pas seulement la politique de l'éducation nationale. Non, c'est le fait que les individus puissent acquérir cette morale du vivre ensemble. Et cette morale du vivre ensemble, encore une fois, elle ne se décrète pas, elle s'apprend, mais elle s'apprend dans la disponibilité. Si vous n'êtes pas disponible au vivre ensemble, vous n'apprendrez rien. Alors, vous dites, qu'est-ce qui lui prend de raconter tout ça? Il me prend quelque chose de très simple. C'est que tout le fondement de ma démarche, déjà depuis un bon bout de temps, mais avec mon dernier bouquin, c'était vraiment ça, c'est de dire, et si on projetait cette formidable grammaire sociologique, non plus sur la nation comme l'a fait Durkheim, mais sur le monde. Qu'est-ce qui m'autorise à faire ça? Durkheim. Je lui ai téléphoné. D'ailleurs, je vais publier bientôt toutes mes conversations avec Durkheim en anglais, parce qu'il n'y a que les Américains qui s'intéressent à ce genre de choses, enfin ils me l'ont commandé. Vous allez dire, le type, il est complètement... Il est temps qu'il prenne sa retraite. Mais c'est très, très intéressant. J'ai dit, mais à Durkheim, ça l'agaçait de dialoguer en anglais avec moi. Je suis désolé de vous dire ça, monsieur le directeur, mais il disait, moi j'aimerais mieux que ce soit en français, mais je suis quand même bien content que ce ne soit pas en allemand, il m'a dit. Bon, mais voilà, ça a été un peu dur de le faire venir à l'anglais, mais il est venu quand même. Et c'est notre ami, que vous connaissez sans doute, Ned Lebo, qui dirige cet ouvrage sur les Dead Thinkers, dans lequel il y a un chapitre sur Durkheim. Bref, la sociologie durkheimienne nous autorise
à utiliser ces matériaux pour analyser l'international. Et je vais vous le démontrer très simplement, c'est qu'à la base de la sociologie durkheimienne, il y a l'idée, qui est, comme vous savez, très importante, de densité sociale. Dès que se créent les conditions d'une densité sociale minimale, eh bien, nous nous trouvons dans une problématique sociologique, nous explique Durkheim. Eh bien, croyez-moi, la densité sociale au niveau mondial est aujourd'hui à peu près égale à ce qu'était la densité sociale dans les nations à la fin du XIXe siècle. Et ça, c'est mon hypothèse 2. C'est-à-dire que par le progrès fulgurant de la communication, par les échanges qui s'élèvent à une vitesse extraordinaire, nous connaissons dans l'espace mondial cette densification qui me permettait tout à l'heure de vous dire que, effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus de sujets locaux ni de sujets mondiaux, il y a vraiment une société mondiale qui se constitue. Seulement, hypothèse 3, et après, c'est promis, je démarre dans ma démonstration. Hypothèse 3, nous sommes à un moment de construction de cette mondialisation où le défaut d'institutions multilatérales, où l'incapacité de la puissance de réguler les rapports à l'intérieur du système international, ou la crise du leadership de la superpuissance, la crise de l'hégémonie, tout ceci fait que ces rapports mondiaux qui viennent à se constituer spontanément et par le bas ne sont régulés par aucune institution, c'est-à-dire ne sont tenus, organisés par aucune règle. Il y a très peu, le droit international, comme vous le savez, il est très faible. Et vous savez que le droit international reste un droit souverainiste, c'est-à-dire les États ont une capacité de résister lorsqu'ils le souhaitent. Les États-Unis, par exemple, ont refusé de signer quantité de conventions internationales. Donc ça vous montre à quel point il n'y a pas encore de normes internationales. C'est une question très intéressante sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. Et donc, à cause de cela, vous voyez, mettant mes 3 hypothèses bout à bout, à cause de cela, les rapports mondiaux se font sans lissage institutionnel et donnent donc à l'humiliation un rôle tout à fait remarquable. Alors, comment définir l'humiliation? Vous savez que quand on travaille à partir d'un concept, ou même d'une notion, il faut commencer par la définir. Je définis l'humiliation dans les relations internationales, hein. Je ne fais pas de psychologie, j'en suis totalement incapable, ce n'est pas mon domaine. Je dirais que l'humiliation dans les relations internationales, c'est toute prescription autoritaire d'un statut inférieur à celui escompté et non conforme aux normes construites. Les normes construites, c'est quoi? C'est l'égalité souveraine des États. Si vous violez, qui est consigné dans la Charte des Nations Unies, si vous violez le principe de l'égalité souveraine des États, effectivement, vous créez de la déception et de la frustration chez qui? Ceux qui en sont victimes. Donc, mon hypothèse qui vient couvrir l'ensemble, c'est de dire les relations internationales aujourd'hui, c'est une sorte de déréglementation du marché des statuts. C'est-à-dire, on est dans une situation de libre compétition des statuts, dans lequel celui qui a un statut élevé se bat pour le maintenir et pour contenir l'autre dans son statut inférieur, et celui qui est en statut inférieur, eh bien, il se bat pour monter, pour être davantage reconnu. C'est le grand problème de la reconnaissance en relations internationales. On pourrait hasarder, puisqu'on est à Lyon, une comparaison footballistique. Il y a dans le système international plusieurs divisions. Il y a les États qui jouent en première division et qui ont un souverain mépris pour ceux qui sont en deuxième division. Alors parlons pas de la division nationale ou de la division d'honneur. Il y a ceux qui sont en deuxième division, on pourrait dire les puissances émergentes, qui n'ont finalement qu'une obsession sur le plan diplomatique et international, c'est de se hisser en première division. Et puis il y a ceux qui
taxés de PMA, de pays les moins avancés, appartiennent à la division d'honneur et qui savent qu'ils n'ont aucune chance de se hisser. Et on peut très bien imaginer ce qu'implique en production diplomatique le sentiment d'avoir aucune chance de se hisser au niveau des relations internationales. Alors, vous allez me dire, c'est assez banal. Non, parce que ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que ceci a été une invention des relations internationales. Ça n'a pas toujours été ainsi. Pourquoi ? Eh bien, vous connaissez tous, toutes et tous, pour avoir fait des études, ce qu'est le système westphalien. Le système westphalien, c'est notre système international. C'est celui qui structure notre mémoire internationale. En gros, le système westphalien, je vous le rappelle, c'est ce système que l'Europe s'est constituée peu à peu à partir, disons, de la sortie de la Renaissance, même si la paix de Westphalie, c'est 1648, le processus a commencé bien avant. C'est donc un système international qui a été peu à peu inventé par l'Europe et qui, à la réflexion, ça je vous supplie d'y faire très attention, est un système international tout à fait dérogatoire et tout à fait exceptionnel. C'est un système international qui repose sur la fragmentation méthodique d'un continent, au demeurant assez petit, en États-nations souverains. Mesdames et messieurs, ceci est le destin de l'Europe, ceci n'a existé nulle part ailleurs. Et on n'a pas suffisamment ça en tête, que notre mémoire de l'international à nous, Européens, est une mémoire westphalienne qui est difficilement comprise par ceux qui relèvent d'autres histoires. Pour un Chinois, la mémoire qu'il a de l'international n'a strictement rien à voir avec cette logique de fragmentation en États-nations souverains et compétitifs. Pour les États-Unis, cette notion ne fait pas sens davantage, d'où effectivement le glissement de sens quand, de la culture européenne à la culture américaine, on interroge la notion de frontière. Et j'étais, il y a quelques mois, à une conférence avec des ambassadeurs d'Amérique latine en France, et quand je racontais mes histoires westphaliennes, ils m'ont dit « Mon vieux, parle pour toi », parce que ce n'est pas notre histoire. Ce n'est pas comme ça que nos États en Amérique latine se sont constitués. Et pourtant, l'Amérique latine dispose d'un support culturel occidental extraordinairement fort par rapport à ce qu'on peut trouver en Afrique ou en Asie. Alors, il y a un très grand monsieur que j'espère vous connaissez, sinon il faut le lire avant de vous coucher, qui est Charles Tilly. Et vous connaissez ce magnifique article de Charles Tilly qui s'appelle « War Making, State Making ». Pour ceux qui n'ont pas voyagé, ça veut dire construction de l'État et guerre, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de Tilly ? Tilly a dit, mais dans le fond, ce continent européen, dont il n'était pas, s'est constitué par un jeu de compétition politico-militaire qui, peu à peu, a figé les États-nations dans cette configuration de miroir brisé. Vous savez, quand on regarde une carte du monde et qu'on voit l'Europe, on voit cette juxtaposition d'unités territoriales de couleurs différentes. C'est, comparé au continent asiatique, quelque chose d'absolument imaginable. Et si on a l'illusion de la ressemblance avec le continent africain, c'est tout simplement parce que les Européens ont exporté en Afrique cette manie de se construire en État. La guerre a favorisé cet éclatement en États, et ces États, pour survivre, avaient besoin de la guerre qui les a renforcés, qui les a institutionnalisés, qui les a peu à peu stabilisés dans leur configuration territoriale et dans leurs frontières. Donc il y a une sorte de dialectique, d'interaction entre guerre et construction de l'État en Europe. Ça a eu pour effet d'aboutir peu à peu à un concert européen, dont je vais vous reparler dans un instant, ce concert européen réunissant les princes, les principaux princes de l'Europe,
mais avec un parfait statut d'égalité. Eh bien, ce concert européen, c'était encore au XIXe siècle, le système international. Le système international, au XIXe siècle, c'était le système européen. Et les États-Unis, à l'époque, ne voulaient pas en faire partie. Doctrine Monroe, c'est votre affaire, nous, c'est chez nous. Donc le système international restait ce système européen, mais au XIXe siècle, avec cette dissymétrie que l'on oublie complètement, les Américains ne veulent pas s'occuper de nos affaires, c'est leur affaire, mais nous, on veut bien s'occuper de leurs affaires. N'oubliez pas que le concert européen au XIXe siècle se mêlait de la construction de l'Amérique latine postcoloniale et s'occupait du partage des États qui venaient de naître en Amérique du Sud. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le regard que nous, occidentaux, nous portons sur les relations internationales était traditionnellement un regard égalitaire. Des États de même niveau de développement politique, de même culture, pratiquement de même religion, de même profil social, et dirigés par des dynastes qui étaient tous cousins entre eux. Ils étaient tellement cousins, ils se mariaient tellement entre cousins qu'à la fin, ça finissait... Bah oui, ça... Je ne donnerai pas de nom, mais j'ai envie, parce qu'ils ne sont pas tous morts quand même. Hein. Et il faut comprendre que ce cousinage très profond faisait que les rapports internationaux étaient traditionnellement en Europe des rapports de tournoi, c'est-à-dire des rapports égalitaires. On faisait la guerre aux cousins prussiens ou aux cousins anglais ou aux cousins espagnols parce qu'on percevait que les rapports de puissance nous étaient conjoncturellement favorables et qu'on entendait en profiter pour lui soutirer un morceau de territoire. Mais ce n'était en aucun cas une guerre qui avait pour fonction d'écraser, de supprimer l'autre. Donc ça, c'est une culture qui nous reste, c'est-à-dire nous sommes égaux, mesdames et messieurs, quand nous sommes entre nous. Et ce phénomène a duré jusqu'en 1989. D'ailleurs, c'est très intéressant, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je vois que le temps passe. C'est très intéressant parce que jusqu'en 1989, le système international était européen. Lorsque les États-Unis sont peu à peu entrés dans le jeu international, ils sont entrés dans le jeu européen. Et c'est là aussi toute une particularité de la politique étrangère américaine. Wilson s'intéressait à construire en Europe un continent de paix, mais considérait que la Première Guerre mondiale n'avait en rien pour fonction de modifier la carte des Amériques. C'est-à-dire cette vision très extérieure. Les États-Unis entrent dans le système européen, l'OTAN venant en quelque sorte figer cette entrée des États-Unis dans le système européen. Et quelle est la meilleure preuve de cela? C'est que quand on a convoqué en 1975 la conférence sur la sécurité en Europe, les États-Unis, finalement, et le Canada, ils sont venus comme puissance européenne. Et lorsque a été construit l'OSCE, c'est-à-dire quand la CSC s'est transformée en OSCE, vous vous rappelez, parce que vous avez dû voir ça en cours, entre 1994 et 1995, les États-Unis sont devenus membres de l'OSCE, de l'Organisation de la sécurité pour la coopération et de la coopération en Europe. Donc le système international était bien un système européen. Et je vais y revenir tout à l'heure si j'ai le temps. Le grand intérêt de la question ukrainienne, c'est que pour la première fois, une grande question européenne semble vouloir se régler hors de la présence des États-Unis. Scoop! Bon, on va y revenir. Mais on peut continuer. Lorsque les pays du Sud, à la faveur de la décolonisation, sont entrés dans le système international, sont entrés aux Nations Unies, eh bien, ils sont restés, en réalité, à la porte. C'est-à-dire que quand, en 1955, a été convoquée la fameuse conférence de Bandung, avril 1955, par ces 4 puissances invitantes, le Pakistan, le Ceylan, qui n'était pas encore le Sri Lanka, l'Inde et l'Indonésie, c'est-à-dire Monsieur Nehru pour l'Inde, Sukarno pour l'Indonésie, Mohammad Ibrahim pour le Pakistan
et M. Kotelawala pour le Ceylan, qu'est-ce qu'ils ont demandé? De constituer un bloc afro-asiatique, mais ce bloc afro-asiatique n'a jamais existé. Pourquoi? Eh bien, au lendemain de Bandung, il y a ceux des non-alignés qui se sont clientélisés à l'URSS, l'Inde, l'Indonésie, en tout cas du temps de Sukarno, et ceux qui se sont clientélisés à l'Ouest, le Pakistan, le Sri Lanka, et puis bien sûr bien d'autres, Nasser qui était un actif de Bandung, lui s'est clientélisé à l'URSS après avoir essayé de se clientéliser aux États-Unis. Donc voilà, jusqu'en 1989, le système international était un système européen. Et ce qui est très intéressant, c'est dans l'histoire l'incertitude du statut de la Russie. La Russie, là-dedans, elle est dedans ou elle est dehors? Question à 1000 francs. Si un de mes collègues a envie de vous coller à l'examen, il vous pose cette question, c'est une des questions les plus difficiles. La Russie est-elle dedans ou hors de l'Europe? Alors, de temps en temps, elle est dedans, de temps en temps, elle est dehors. C'est assez extraordinaire. Guerre de succession d'Autriche, grande guerre du XVIIIe siècle en Europe. Le tsar et la tsarine veulent s'en mêler et la Russie est humiliée, tiens, parce qu'on dit non, on ne veut pas de vous à Aix-la-Chapelle, c'est-à-dire cette ville où on a négocié un traité qui mettait fin à la guerre de succession d'Autriche. Après, quand il y a eu la Sainte Alliance et la coalition contre Napoléon, on dit oui, les Russes, c'est avec nous. Hein, bon. Et puis après, quand les Russes ont pris un peu trop de place en bénéficiant des dépouilles de l'Empire ottoman, et allez dehors. Bon. Et puis après, lorsqu'ils ont pu, avec l'alliance franco-russe, prêter main forte à la France et à l'Angleterre, très réticente à l'époque, on a dit oui, avec nous, contre l'Allemagne et l'Autriche. Et puis quand il y a eu Lénine et la révolution de 17, allez dehors. Et la politique du cordon sanitaire que le maréchal Foch, avec un sens aigu de l'opportunité, s'était mis à constituer. Et puis après, quand le bonhomme Staline, l'oncle Joe, s'est entendu avec Hitler, dehors. Après, quand l'oncle Joe à Stalingrad a pu faire pencher la balance du côté des puissances alliées, allez dedans. Et ainsi de suite. Alors après, la guerre froide, c'était plutôt dehors. Quand il y a eu la détente et le condominium américano-soviétique, c'est-à-dire à partir de Glassboro 1967, où ces deux formidables comiques troupiers, dommage que vous ne soyez pas nés à l'époque, voir M. Kosygin avec M. Johnson dire que, bon, ben voilà, formule de Johnson, il ne faut pas lâcher les chiens de la guerre. Formidable, je ne sais pas qui lui avait proposé cette formule pompier. Et à partir de ce moment-là, on construit effectivement la détente et la Russie entre, l'URSS rentre. Puis après, on l'a viré en 90, j'en reparlerai tout à l'heure, et maintenant, ben, on verra demain ce qui va se passer. Donc, nous en sommes toujours à un système qui reste un système européen. Le gros problème qui est en train de se constituer, c'est que se passe-t-il quand nous changeons de système international? Or, en 1989-1991, on a changé de système international. Non pas le 9 novembre 1989, où il s'est passé pas des choses très très importantes, contrairement à ce que dit la légende, mais le 2 décembre 1989. C'est ce qui s'est passé le 2 décembre 1989. Ah, donc j'ai bien fait de venir. Le 2 décembre 1989, l'événement le plus important du XXe siècle probablement, ça se passait dans la rade de La Valette, à Malte, où Mikhail Gorbatchev, président de l'URSS, rencontre George H. Bush sur un bâtiment de guerre américain. Il faisait mauvais ce jour-là. Ça tanguait. Oups. Et entre deux hauts le cœur, Mikhail dit à George, l'URSS n'est plus intéressée à la compétition avec l'Occident. Ben, Bush, il en est resté bouche bée. D'où l'expression. C'est-à-dire que
Merci, j'aime beaucoup. Pourquoi est-ce l'événement le plus important? Parce que ce jour-là, le ressort du système international tel que nous le connaissions depuis 1947 était cassé. Il n'y avait plus de principe structurant. Il n'y avait plus de principe structurant. Et donc, libre cours était donné à les dynamiques de la mondialisation. La mondialisation, qu'est-ce que c'est? La mondialisation, vous le savez toutes et tous, c'est 3 propriétés mêlées, inédites dans l'histoire de l'humanité: inclusion, interdépendance, mobilité. Très important. IIM. Inclusion, ça veut dire quoi? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tout le monde, sauf les Palestiniens, sont dans la même arène, c'est-à-dire dans le même système international. Ça, c'est du jamais vu. C'est-à-dire, le système international se déprovincialise. Le système international s'unifie. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire qu'on change de monde. On change de monde parce que tant que le système international n'était pas unifié, comme je vous le disais tout à l'heure, les relations internationales étaient équilibrées. Avec un système international unifié, ça veut dire quelque chose d'absolument fondamental à 18h40, à savoir que désormais, les enjeux politico-militaires deviennent moins importants que les enjeux sociaux internationaux. C'est-à-dire que le fondement des relations internationales du jour où la mondialisation a été libérée par la fin de la bipolarité, c'est que les enjeux qui dominent, c'est comment gérer cet énorme contraste socio-économique qui sépare les différents États qui font partie du système international. Depuis la mondialisation et l'inclusion, mesdames et messieurs, quel est l'enjeu international qui, de manière écrasante, domine tous les autres? C'est la faim dans le monde. La faim dans le monde fait 6 millions de morts par an. Soit personne n'en parle. Jamais entendu quelqu'un dire ça, sauf moi. On dit que je m'écoute. Ça veut dire 2800 morts tous les 3 heures. 2800 morts, c'est le triste bilan de l'attaque sur le World Trade Center. C'est-à-dire que la faim dans le monde fait 8 attaques sur le World Trade Center tous les jours. Tous les jours. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de War on Hunger, alors qu'on nous rebat les oreilles de War on Terrorism? Le terrorisme, c'est une petite goutte d'eau de violence par rapport à la faim dans le monde. Ben oui, mais c'est absolument fondamental. C'est fondamental déjà en soi, mais c'est fondamental par toutes les répercussions sourdes parce que personne n'en parle, que cela peut avoir comme dans une logique sismique. On va y revenir. Ça, c'est l'inclusion. Deuxième grande révolution, l'interdépendance. Avec la mondialisation, tout le monde dépend de tout le monde. Alors qu'avec le système international qui précédait, c'était la souveraineté et la compétition de puissance qui dominaient. Tout le monde dépend de tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le faible dépend du fort. Ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ça veut dire aussi que désormais, le fort dépend du faible. L'Allemagne dépend de la Grèce. La paix mondiale dépend de la paix en Afrique ou au Moyen-Orient. Régler le problème du sida en France suppose régler le problème du sida en Afrique. C'est toute une grammaire nouvelle qui apparaît. Et ce choc effroyable pour les puissants que constitue la découverte que désormais, le puissant dépend du faible. Mesdames et messieurs, je parle sous votre contrôle, les États-Unis n'ont pas gagné une guerre depuis 1945. C'est faux. Ils en ont gagné une contre Grenade en 1983. Ça veut quand même dire quelque chose. Certes, la superpuissance nucléaire a pu venir à bout de l'armée de Grenade qui comptait quand même 89 hommes, il fallait le faire, n'est-ce pas? Mais pourquoi une superpuissance dont je persiste à considérer qu'elle n'est absolument pas en déclin? Les thèses déclinistes sur les États-Unis me font rigoler ou quelquefois pleurer. Elles sont stupides. Mais c'est la puissance qui est en déclin. C'est différent. Quand vous êtes riche dans une monnaie qui soudain perd sa valeur, ce n'est pas vous qui changez, c'est votre ressource qui ne vaut plus rien.
eh bien, cette démonétisation de la puissance est une source considérable de déstabilisation. Et puis enfin, nous sommes dans un monde de mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire, la mobilité? J'en ai parlé à M. de la Palisse, que vous connaissez peut-être pas, M. de la Palisse. J'ai dit ça pendant tout un semestre dans mon cours à Sciences Po Paris, et à la fin, on m'a dit, mais qui c'est ce type? Vous savez qui c'est, M. de la Palisse? C'est un effet de génération. Vous savez ou vous savez pas? Ah, M. de la Palisse, vaillant et preux guerrier, se battait avec acharnement sur le champ de bataille, lorsque une lance l'a transpercé, et son officier d'ordonnance qui l'adorait disait « Un quart d'heure avant sa mort, il vivait encore ». Et depuis est restée l'expression d'une lapalissade, c'est-à-dire sortir une évidence. Bon. Eh bien, effectivement, la mobilité qu'engendre la mondialisation crée cette évidence qu'est la déterritorialisation. Les frontières n'arrêtent plus rien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les territoires et l'espace n'ont plus de valeur politique. Tout se fait dans le virtuel. C'est une autre révolution qui désorganise complètement la puissance. Regardez ces millions, ces milliards d'euros que nous dépensons pour arrêter les flux migratoires. Ça ne sert à rien. Ça sert, hélas, à envoyer à la mort encore 200 personnes hier, et pendant toute l'année 2014, 3500 malheureux qui ont essayé de traverser la Méditerranée. La répression contre la migration a fait plus de morts que le terrorisme en Europe, il ne faut quand même pas l'oublier. Mais surtout, ce que l'on ne voit pas, c'est qu'avec la mondialisation, la migration, c'est l'avenir du monde. L'avenir est à celles et ceux qui se déplacent. Vous disiez tout à l'heure, monsieur le directeur, que vous étiez content de voir des étudiants internationaux dans cet amphi, mais c'est un signe formidable de vitalité de la mondialisation. Et si nous ne bougeons pas, si vous, moi c'est trop tard, je vais à la retraite, mais si vous n'allez pas compléter vos études en Chine, eh bien vous serez inférieur aux étudiants chinois qui, eux, étudient en Chine et viennent aussi étudier en Occident. C'est la nouvelle équation du monde. C'est la nouvelle équation du monde. Alors, tout ceci vient ruiner nos institutions, vient en quelque sorte démonétiser la puissance, et donc on se bat à coups de statuts que d'aucuns veulent préserver et d'autres veulent au contraire conquérir. D'où ce phénomène d'humiliation. Comment a-t-il pénétré les relations internationales? C'est très intéressant à suivre. Dans la période westphalienne classique, c'est-à-dire les XVIIe et XVIIIe siècles, si on est attentif au jeu international, tout était fait pour contenir l'humiliation. Peut-être avez-vous une fois dans votre vie regardé ce magnifique tableau de ce qui, à mon sens, ex aequo avec Goya est le plus grand peintre au monde, c'est-à-dire Velázquez. Ça fait 2 peintres espagnols. Enfin, moi, c'est en tous les cas les goûts que j'ai en la matière. Vous n'êtes pas du tout obligé de les partager. Mais si vous regardez le tableau de Velázquez sur la reddition de Breda, on voit comment le peintre a placé symétriquement le vainqueur et le vaincu. Et le vainqueur se penche, mais pas trop, ça fait paternaliste, enserre dans ses bras le vaincu. Le général Spinola, qui commandait l'armée espagnole, d'enserrer dans ses bras Nassau, qui était du côté de la défaite. Et le peintre va peindre les deux armées de manière symétrique, avec les lances tout aussi droites d'un côté que de l'autre. Ce tableau, c'est pas n'importe quoi. C'est le roi Philippe d'Espagne qui l'avait commandé à Velázquez pour le placer à l'Escurial. Vous savez qu'il était en train de construire l'Escurial à l'époque. Donc, il avait une valeur politique. C'est tout à fait remarquable. Et je pourrais vous en donner d'autres exemples. Et puis, patatras, il s'est passé un autre grand événement, alors là, plus ancien que le 2 décembre 89, qui a été aussi en 89, qui est la Révolution française. Or, la Révolution française a changé les relations internationales dans un domaine extrêmement important et sur lequel j'attire votre attention. La Révolution française, c'est le début de la socialisation des relations internationales. C'est la première entrée des sociétés dans la vie internationale.
À l'époque westphalienne, classique, les sociétés étaient hors de la guerre. La guerre, d'ailleurs, il n'y avait que le noble qui la faisait. Noblesse d'épée. Et les sociétés étaient en dehors. Et d'ailleurs, parmi ces nobles, il n'y avait pas de nationalité. On passait d'un camp à l'autre en fonction d'intérêts, de choix stratégiques, de vexations, etc. Bon. La Révolution française a les fameuses lois Jourdan, du général Jourdan, qui va devenir maréchal, pour la première fois décider de la conscription. Et la guerre va changer de nature avec la Révolution française. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'une compétition de puissance, mais il s'agit désormais de la volonté d'aller libérer les autres peuples. C'est un peuple, tiens, c'est plus un roi, d'ailleurs il n'y en avait plus, on est... Bon, c'est un peuple qui décide d'aller libérer les autres peuples. Et le très grand anthropologue, sociologue René Girard nous explique de manière tout à fait remarquable comment, de ce fait, le nationalisme allemand est né en 1806 avec la bataille de Iéna. En 1806, l'armée de Napoléon, qui était une armée de conscrits, bat l'armée prussienne, et pour la première fois, une défaite est ressentie comme un échec national. Et Fichte, dans ses mémoires, d'expliquer, et c'est là-dessus que Girard s'appuie, que la première fois qu'a jailli en lui-même un sentiment national allemand, ça a été suite à la défaite de Iéna. La guerre a changé de sens. Ce n'est plus un tournoi entre princes, c'est désormais une société contre une autre. Et c'est là que va commencer ce cycle tragique et qui va durer presque 2 siècles, enfin 1 siècle et demi, de rivalité franco-allemande. L'Allemagne, qui n'existe pas en tant que telle, mais qui existe dans la pensée, va être battue par la France à Iéna en 1806. Elle va prendre sa revanche en 1871, et que va-t-elle faire? Elle va proclamer son existence impériale dans la galerie des glaces de Versailles. C'est vache, quand même. Et du coup, va naître ce sentiment de revanchisme en France. Si vous avez lu la littérature nationaliste de la fin du XIXe siècle, vous pourriez être édifié, n'est-ce pas? Notamment ce petit Français encerclé par les méchants Allemands. Il tenait le drapeau français. Et les Allemands ont voulu le lui arracher plutôt que de laisser ce drapeau entre les mains des soldats allemands. Eh bien, il avale le rouge, il avale le blanc, il avale le bleu, il avale la hampe. Et c'est ce qu'il y avait de plus difficile, dit-on. Et ainsi, il va mourir en paix. Et quand le méchant soldat allemand va lui ouvrir le corps, il va trouver à l'intérieur un cœur bleu, blanc, rouge. Voilà, ça, c'est la pénétration du fait de guerre dans la quotidienneté sociale, dans la banalité sociale. Et du coup, c'est quelque chose de fondateur, parce que lorsque la France va gagner la Première Guerre mondiale, Clémenceau, qui est probablement à l'origine de la plus grande bêtise qui a été faite au XXe siècle, va refuser que l'Allemagne soit présente aux négociations de paix. C'est la première fois dans l'histoire que le vaincu n'a pas le droit de négocier la paix. Ce qui va faire hurler un jeune homme qui participait à la délégation britannique. Vous le connaissez sûrement, ça vous dit rien? Non. Non, c'est pas Churchill, il ne comprenait rien au film à l'époque, lui non plus. Non, c'est M. John Maynard Keynes, qui faisait partie de la délégation britannique derrière Lloyd George à Versailles, et qui dit « Mais ça annonce rien de bon. Humilier ainsi l'Allemagne, c'est créer les conditions terribles de sa future revanche. » Hélas, il ne savait pas à quel point il avait raison. Car effectivement, le round suivant, ça sera la Seconde Guerre mondiale, ça sera le nazisme, ça sera la Seconde Guerre mondiale, ça sera l'hypernationalisme allemand et tout ce que vous connaissez et la tragédie génocidaire.
Donc, là, les relations internationales se socialisent, pénètrent les sociétés, et elles ne vont plus les quitter. Et en pénétrant les sociétés, elles vont optimiser l'effet d'humiliation, comme je vous l'ai montré. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet d'humiliation? J'en ai trouvé quatre types. Quand vous en avez marre, vous me le dites, vite arrête, parce qu'il ne faut pas non plus... 4 types d'humiliation. C'est l'humiliation en relation internationale, c'est comme le diabète, type 1, type 2, type 3, type 4, etc. L'humiliation de type 1 en relation internationale, c'est ce que j'appelle l'humiliation par rabaissement. Et alors, je reviens à ce que je vous disais tout au début de cet exposé. Là, l'humiliation est bien une stratégie. C'est-à-dire, le rabaissement va devenir une stratégie politique. Le rabaissement que Bismarck va dicter à la France post-impériale, l'empereur venait de tomber, la République allait se proclamer, c'est une stratégie diplomatique de conquête du statut impérial allemand. L'humiliation que Clémenceau va imposer à l'Allemagne, c'est une stratégie. Vous avez compris que ce n'était pas un affect. Et ainsi de suite. Le rabaissement devient une stratégie, et c'est une stratégie que l'on a vu renaître en 1990. Alors 1990, qu'est-ce que c'est? Figurez-vous, c'est le lendemain de 1989. 1990, c'est l'agonie de l'URSS. Cette agonie va se prolonger 2 ans, puisque vous savez que c'est en décembre 1991 que l'URSS s'effondre. Juin 1991, sommet du G7 à Londres. Le président de séance est un personnage qui ne va certainement pas rentrer au musée Grévin de l'Histoire, c'est M. John Major. Vous vous rappelez John Major? Il n'y a rien à dire sur John Major. Voilà, un de ses partisans qui s'en va, du coup, oui. Oui. C'est votre tonton, hein? Oui, j'aurais pas dû. Maintenant qu'elle est partie, je peux en rajouter. Et l'histoire m'a été racontée par Roland Dumas lui-même, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, que j'ai interviewé là-dessus, qui était présent. Et John Major dit à ses 6 comparses, Gorbatchev est derrière la porte. Il vient nous demander un soutien financier pour une URSS qui était en quasi-banqueroute. Je vous propose de le faire attendre 3 heures derrière la porte. Et quand nous le ferons venir au bout de 3 heures, nous lui donnerons qu'un tout petit, du style « t'as pas 1 euro », un tout petit bout, parce qu'il faudra garder l'essentiel pour son successeur. Boris Yeltsin était déjà programmé par les Occidentaux pour être le nouveau tsar de Russie. Et Roland Dumas me dit, Gorbatchev était tellement mortifié, tellement humilié, que François Mitterrand m'a demandé de le raccompagner personnellement jusqu'à la résidence de l'ambassade soviétique. Vous savez que Roland Dumas, qui est polyglotte, parle parfaitement le russe. Il m'a dit, j'ai essayé de le consoler pendant tout le trajet, il était d'une humeur épouvantable. Ce n'est pas seulement une anecdote, c'est là aussi une autre stratégie d'humiliation où il s'agissait de déclasser l'URSS, de lui faire perdre son statut de superpuissance. Mais au-delà de ce déclassement de l'URSS, il y avait quelque chose de beaucoup plus grave que nous payons aujourd'hui, que les Ukrainiens payent depuis 1 an et demi, à savoir l'exclusion de l'URSS redevenue Russie du jeu international. George H. Bush père, avait promis à Gorbatchev que l'OTAN n'intégrerait pas les anciennes démocraties populaires, que la Russie aurait, l'URSS puis la Russie auraient toute leur place dans le nouveau système international. A été conclu en 1990 un accord dont je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler parce que c'est même plus enseigné, qui était le PPP, c'est-à-dire le partenariat pour la paix. L'OSCE renaissait de la CSC en 1995. Tout ceci est abandonné. Toute la gestuelle des vainqueurs de la guerre froide, c'est-à-dire les Occidentaux, va être dénucléer la Russie, c'est le cas de le dire, de la mettre hors du système international. Et tout ceci a créé quoi?
eh bien, la réplique au rabaissement qu'est le revanchisme. La diplomatie de revanchisme, c'est une diplomatie de reconquête du statut. Et la reconquête du statut, ça passe par l'humiliation retournée, cette fois-ci en direction des Occidentaux en Ukraine. C'est l'épisode criméen, c'est l'épisode que nous vivons depuis une semaine où François, enfin pas le grand François, pas le pape François, mais voilà, François Hollande et Angela Merkel qui fait tourner en bourrique. Hein, fait venir à Moscou, après fait venir à Minsk, puis alors Poroshenko, c'est absolument extraordinaire. Quelquefois, on a l'impression que certains des dirigeants n'ont pas fait de sciences politiques. Mais remarquez, si je vous disais ce que j'ai eu dans mon amphi, je dois être un bien mauvais prof. Mais bon, je ne dirais pas. Mais Poroshenko dit « Ah, j'ai trouvé le truc, je vais montrer à M. Poutine que nous sommes totalement alignés sur la position européenne. » Mais Poutine, c'est exactement ce qu'il voulait. Ce que Poutine est en train de démontrer, c'est que la Russie seule est en mesure de tenir tête au monde uni contre lui, et particulièrement à l'Europe unie contre lui. Donc effectivement, plus on sert ce genre de vin, plus on s'enivre à l'idée de la revanche de puissance, et jamais M. Poutine, pour qui j'ai vraiment aucune sympathie, hein, ce n'est pas ma tasse de thé, hein, mais pour M. Poutine n'a jamais été aussi populaire dans son pays, ce qui est un signe, et ce qui prouve que Rosno avait raison quand il parlait du linkage entre les affaires domestiques, les affaires intérieures et les affaires internationales. Rabaissement, revanchisme. Humiliation de type 2, c'est le déni d'égalité. Qu'est-ce que c'est que le déni d'égalité? C'est de dire on est tous égaux, ça c'est la Charte des Nations Unies, l'égalité souveraine des États, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Alors, l'archétype, ça a été le P5, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui en fait masquent un P3, puisqu'on a neutralisé la Russie et la Chine, qui masque un P1. Bon. L'autre exemple extraordinaire, c'est le G7. Alors, vous savez comment c'est né, le G7? Nous sommes en 1975, et j'ai décidé de convier à Rambouillet, autour d'un feu de cheminée, mon collègue, mon ami Helmut Schmidt, le président américain Gerald Ford, le Premier ministre britannique, le président du Conseil italien, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, Aldo Moro, et le japonais Takeo Miki. Il n'est pas question de prendre des décisions. Il est question uniquement de concertation. Pardon, de concertation. Bon, voilà. Ça a été l'invention. Merci. Merci pour lui. Vous savez, c'était un grand président quand même, hein, quand on le compare à ceux qui lui ont succédé. Mais, enfin, surtout les 2 derniers. Là, ça pose un problème. Bon, une question de taille, hein, probablement. Mais il est grand, Giscard. C'est très intéressant. Ah, il y a quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'il y a derrière le G7? D'abord, n'oubliez pas que le G7, c'est 1975, c'est-à-dire encore dans la bipolarité. Donc le G7, quand on interviewe le président Giscard d'Estaing, c'est destiné non pas à la gouvernance mondiale, mais à la gouvernance occidentale. La gouvernance occidentale dans un cas de figure très particulier, qui est la crise de l'hégémonie américaine. Parce que 1975, c'est la défaite américaine au Vietnam, 30 avril 1975, arrivée des troupes du FNL à Saïgon, c'est la crise du dollar, le décrochage du dollar, et c'est en plus le Watergate. Donc jamais les États-Unis ont été si faibles. Donc les États-Unis perdent leur leadership, leur hégémonie, il faut dire plus exactement. L'hégémonie, je vous rappelle, c'est un leadership désiré. Perdent leur hégémonie sur le camp occidental, donc les Occidentaux, les grands Occidentaux s'érigent en directoire. Et puis patatras, il y a l'effondrement de l'URSS,
l'URSS, devenue Russie, va mettre 7 ans avant d'être admise au G7. 7 ans de purgatoire pour Yeltsin. Et quand la Russie sera admise, ça ne sera pas le G8, c'est le G7 plus 1. Ne l'oubliez pas. Il n'y a jamais eu véritablement de G8. Ça a été le G7 plus 1. Et quand la Russie a arrêté de plaire, c'est devenu le G8 moins 1. D'ailleurs, on a viré la Russie. Donc, entre-temps, et grâce à cette arrivée furtive et inégalitaire de la Russie, ce G7 est devenu le directoire du monde. Mais le directoire du monde, ça veut dire que le G7, c'est en réalité le G-186, c'est-à-dire qui exclut de la décision mondiale 186 États. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler du G20, qui d'ailleurs n'a jamais pu véritablement prendre racine, mais vous comprenez quel déni d'égalité il y a derrière la mise en place d'une structure de gouvernance mondiale qui ne compte que 7 États et qui prétend se saisir de toutes les questions mondiales. Ça, c'est ce qu'on appelle le déni d'égalité, qui est prolongé lorsqu'il y a des crises. Quand il y a des crises internationales, qu'est-ce qu'on fait? On crée un groupe de contact. Ça, c'est un tic diplomatique. Il y a une crise quelque part, on fait un groupe de contact. Il y a la crise libyenne, vous avez entendu parler de la crise libyenne, 2011. On crée un groupe de contact. Qui on va mettre dans le groupe de contact? On pourrait penser à l'Algérie, grand voisin de la Libye. On pourrait penser au Nigeria, grand État peuplé d'Afrique. Non! L'Australie. Moi, je vois bien, j'ai rien contre l'Australie, c'est un très beau pays. Enfin, j'ai toujours pas compris le rapport qu'il y avait entre l'Australie et la Libye. La Bulgarie. Pas d'État africain sauf le Maroc, pas d'État arabe sauf le Maroc servant, parce que c'est de toutes les diplomaties arabes la plus, la mieux élevée. La mieux élevée, aux yeux des Occidentaux. Bon, tout ça, ça crée quoi? Un profond sentiment inégalitaire, et ça crée quel type de réaction? Ça crée la naissance d'une diplomatie qui est la réaction au déni d'égalité, de même que le revanchisme, c'était la réaction au rabaissement, le déni d'égalité trouve sa réplique dans le souverainisme, c'est-à-dire ces diplomaties qui placent la protection souveraine au premier rang des principes internationaux et diplomatiques. Cette diplomatie souverainiste, c'est la diplomatie de tous les émergents, c'est la diplomatie brésilienne, c'est la diplomatie indienne, c'est la diplomatie sud-africaine, c'est la diplomatie turque, etc., etc. C'est une diplomatie qui est à contre-courant de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'un monde interdépendant. C'est une diplomatie qui est ultra anti-interventionniste. Donc c'est une diplomatie qui bloque le fonctionnement du système international. Pourquoi? Parce que ces États ont le sentiment d'être marginalisés dans la prise de décision. Vous savez, il y a un magnifique proverbe africain, ce qui est probablement la plus belle chose que j'ai entendue dans ma vie, et j'en ai entendu, ce proverbe africain qui est, je crois, un proverbe bambara, qui dit « on ne rase pas la tête de quelqu'un en son absence ». C'est la meilleure formule applicable aux relations internationales. C'est-à-dire cette prétention liée au déni d'égalité, liée aux institutions directoriales du monde, de pouvoir régler tous les problèmes des autres. Ce qui fait que, sans rire, M. François Hollande annonce depuis Paris « les élections présidentielles au Mali devront se tenir le 17 juillet, et là-dessus, je serai intraitable ». Non, mais vous imaginez si M. Ibeka dit « les élections départementales en France doivent se tenir, etc., et là-dessus, je serai intraitable ». Il faut quand même de temps en temps s'arrêter et voir la réalité telle qu'elle est. Et c'est probablement parce que ce proverbe africain n'est pas respecté, que ce déni d'égalité est porté à son paroxysme, que tous ces conflits qui se développent en Afrique et au Moyen-Orient deviennent insolubles et sont même aggravés par les logiques d'intervention, qui sont des logiques effectivement humiliantes. Je ne sais pas, si vous regardez le Poste, moi j'adore regarder la télé, d'ailleurs je suis malade ce soir à l'idée que je ne verrai pas le 20h, on se sent intelligent quand on regarde le 20h, je ne sais pas. J'en sais des choses quand j'entends M. Pujadas. Bon. Et peut-être avez-vous vu ce reportage au 20h, qui est absolument extraordinaire. 2 journalistes accompagnaient M. Le Drian, ministre de la Défense française, qui allait au Mali,
et qui disait devant les caméras, là, comme ça, hein, et le micro, pas gêné, il disait Jotodia, vous savez, c'était l'ancien président centrafricain au début de l'intervention française. Jotodia, il va falloir qu'on ait une explication d'homme à homme avec lui, mais sans ses sbires, directement, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Vous imaginez, celui qui prend l'avion pour aller à Washington, Obama, celui-là, il faut qu'on ait une explication d'homme à homme avec lui, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Bon, vous croyez que ce genre de discours est accueilli dans l'indifférence par ceux auxquels il s'adresse indirectement? Et vous savez, le déni d'égalité, malheureusement, je n'ai pas le temps, je ne peux pas vous dire, mais c'est une bonne raison, si jamais vous n'avez pas acheté mon livre, que vous l'achetiez, parce que je le raconte en détail. Travailler sur l'itinéraire des state builders, des bâtisseurs d'État en Afrique et en Asie, issus de la décolonisation. Et vous voyez des choses terribles. Le maréchal Chéni, qui a dirigé la diplomatie chinoise dans les années 60, c'est-à-dire du temps où on négociait l'ouverture de la Chine à l'Occident. Le maréchal Chéni, il a passé sa jeunesse comme plongeur dans un restaurant miteux parisien, dans lequel il passait son temps à recevoir des coups de pied dans le derrière. Imaginez quand il avait en face de lui M. Maurice Couve de Murville. Vous voyez le genre d'ambiance. Ho Chi Minh était le fils d'un mandarin. Humilié, le mandarin, son père, à la cour du roi d'Annam, à Hue, déclassé par le colonisateur. Et cependant, le jeune Ho Chi Minh n'a qu'un rêve, c'est de devenir administrateur colonial. Mais un indigène, comme on disait à l'époque, n'avait pas le droit de devenir administrateur colonial français. Donc il écrit au ministre des colonies, M. Albert Sarraut, et il lui demande une dérogation pour pouvoir devenir administrateur colonial et faire l'école de la France d'outre-mer. Évidemment, Sarraut ne lui répond pas. Qu'est-ce qu'il fait, Ho Chi Minh? Il s'embarque dans un bateau où il émousse, où il nettoie le pont tous les jours. Il arrive à Marseille, il demande à voir Sarraut, on dit non, il est à Paris. Il va à Paris, au ministère des colonies, il demande à voir Albert Sarraut, on le jette, évidemment, et quelqu'un qui prend pitié de lui dit allez voir à la Ligue des droits de l'homme. Il va à la Ligue des droits de l'homme et il dit là, pour la première fois, quelqu'un m'a dit monsieur. Pour la première fois, quelqu'un m'a appelé monsieur. Ça n'a pas loupé. La station suivante, il va au congrès de Tours au moment de la fondation du Parti communiste, il adhère au Parti communiste français, puis après, il retourne créer depuis la Chine, depuis Shanghai, le Parti communiste indo-chinois qui va devenir le Parti communiste vietnamien. C'est une logique de l'humiliation, avec effectivement cette propension souverainiste qui va être le grand emblème diplomatique des pays du Sud anciennement colonisés. Humiliation de type 3, la relégation. La relégation, c'est une pathologie terrible. La relégation, c'est vous avez des problèmes, on comprend, mais ils sont moins importants que les nôtres. C'est la dévalorisation du problème de l'autre. Les problèmes de l'autre sont relégués. 1931, le Japon, pas gêné, envahit la Mandchourie. Les Européens, navrés, disent oh, c'est méchant, c'est pas bien, c'est pas bien. 4 ans plus tard, le Duce envahit l'Éthiopie. Un État membre de la Société des Nations est rayé de la carte. Le Négus se rend à Genève devant l'Assemblée générale de la Société des Nations pour demander l'aide de la communauté internationale. Et alors là, c'est extraordinaire. Moi, j'ai lu des archives incroyables, du style « Oh, mon pauvre monsieur, c'est pas drôle ce qui vous arrive. Hein. Oh, on pense bien à vous. Hein. Oh, on est de tout cœur avec... » Ah oui, mais non, on est de tout cœur avec vous. Et pendant qu'on lui disait ça, et des choses moins aimables que je n'oserais pas répondre parce que c'était des propos ouvertement racistes, Monsieur Laval, ministre français des Affaires étrangères en activité, rencontre son collègue britannique, Monsieur Hall, et décident ensemble que l'Éthiopie ne vaut pas le coup qu'on se brouille avec l'Italie, et donc on passe ça par pertes et profits, et il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale pour qu'en 1941, l'armée britannique
dans l'exercice de la guerre, récupère le territoire éthiopien et le rend au Négus. Ça, c'est la relégation. Vous en avez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le 10 juillet 2014, bombardement de Gaza, des petits-enfants sur la plage sont assassinés par des bombes lancées par l'armée israélienne. Le président de la République française, M. François Hollande, publie un communiqué déclarant qu'Israël a le droit de se défendre. Relégation. Un président de la République française, lorsqu'il y a eu le génocide des Tutsis dans l'Afrique des Grands Lacs, a dit 500 000 morts en Afrique. C'est pas grave en Afrique. Bon, relégation. L'avenir des Ouïghours au Xinjiang, l'avenir des Tibétains, l'avenir des Tchétchènes, l'avenir des peuples opprimés d'Amérique latine. Quel problème? Où est le problème? Eh bien, la relégation, ça crée une diplomatie de réaction qui s'appelle la diplomatie de protestation. On est relégué, donc on n'a qu'une possibilité, c'est de protester contre l'ordre international. Et ça, c'est une diplomatie totalement inédite, totalement inédite. Jamais dans l'histoire, vous avez vu des diplomaties fondées uniquement sur la protestation. On ne peut rien proposer, on ne peut rien décider, donc on proteste. Et enfin, humiliation de type 4, c'est la stigmatisation. Là, c'est les valeurs, l'identité de l'autre qui sont moquées. Ça veut dire quoi, ça? Islamophobie, arabophobie, sinophobie, russophobie, tout y passe. Journal de 20 heures. Journal de vainqueur. Pom, 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 pom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Le lait chinois empoisonne les bébés. Ling, 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 ling. Les canapés chinois, c'est vrai, hein, tout ce que je vous dis, je l'ai entendu sur France 2. Les canapés chinois brûlent les mollets des vieilles dames. Et le troisième, je ne peux pas vous le dire parce que c'est grossier, mais ça n'a pas empêché le présentateur du 20h de le dire, n'est-ce pas? Mais c'est tellement dégoûtant que il n'y a pas de raison que je me fasse le propagateur de ce genre d'insanité. Ben, vous savez, quand on en est là, hein, vous voyez le type d'ambiance que l'on crée au niveau mondial, où maintenant tout le monde entend tout. Tout le monde entend tout. Et dans ce contexte, à l'humiliation par stigmatisation répond quoi? La diplomatie de déviance. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie de déviance? C'est vous dénigrez, vous stigmatisez notre identité, nos valeurs, nos croyances, et bien nous, on ne reconnaît plus vos normes et vos règles. Et ça, c'est quelque chose qui a donné naissance à des diplomaties extrêmes comme la diplomatie nord-coréenne, la diplomatie iranienne du temps d'Ahmadinejad, Loukachenko qui maintenant donne un bouquet de fleurs à Mme Merkel, il ne faut quand même pas oublier qu'il a été boycotté, etc., etc. Cette diplomatie de déviance, elle crée aussi des comportements sociaux de déviance. Et c'est là que les événements du mois de janvier sont tragiques. Parce que, à force de stigmatiser des populations qui sont de surcroît en situation d'échec, d'exclusion ou de marginalisation, on crée des comportements de déviance, comme votre comportement en ce moment. On crée des comportements de déviance, dont le point extrême est la violence. Ne sous-estimez pas quelque chose qui est l'une des clés fondamentales de nos relations internationales, qui est le jeu d'identification. Je vous disais tout à l'heure qu'avec la mondialisation, tout le monde voit tout le monde. Avec la mondialisation, tout le monde a tendance à s'identifier à tout le monde. Lorsque vous êtes chez vous, en situation d'échec, vous vous identifierez à ceux qui, dans le monde, sont en situation de dominer ou d'échec. Cette terrible dialectique de l'identification crée une sorte d'internationalisation des énonciations. C'est-à-dire, on énonce maintenant tous ses propres problèmes, y compris les plus locaux, les plus micro-sociaux, on les énonce sur le mode de l'identification à des grandes questions internationales.
La population sunnite d'Irak a été humiliée depuis 2003, rejetée, marginalisée du pouvoir politique, du pouvoir économique, du pouvoir social, du pouvoir culturel. Ça a abouti à Daesh. Et croyez-moi, ça fait peut-être mal de le dire, mais Daesh a un soutien dans la population, une base sociale. Et si maintenant, au lieu de traiter ce problème comme il devrait être traité, c'est-à-dire reconstruire l'État irakien, on envoie les avions de l'OTAN pour combattre Daesh, eh bien vous allez renforcer encore cette identification. C'est d'ailleurs pourquoi ces gens ont procédé à ces épouvantables décapitations, pour projeter les armées occidentales dans ce combat et pour se présenter comme étant face à eux l'emblème d'une certaine résistance. Eh bien, ça, nous le vivons dans nos sociétés. La communication est la même, la logique est la même. Ces logiques de défiance qui dérivent d'une humiliation stratégique trop forte aboutissent aux résultats que nous connaissons. Cela m'amène à conclure sur 4 pistes pour vaincre cette spirale tragique de l'humiliation. Premièrement, reconstruire le multilatéralisme. Il est en sommeil, c'est la seule chance de créer ce minimum de règles internationales dont nous avons besoin pour neutraliser l'humiliation. C'est un grand travail à faire, et notamment le rendre inclusif, que tout le monde puisse y participer, y compris les acteurs non étatiques. Un très grand monsieur, qui a été probablement l'un des plus lucides de notre monde, Kofi Annan, disait non seulement il faut que tout le monde puisse participer au jeu international, mais même les acteurs sociaux. Il faut faire ce social multilateralism qu'il appelait de ses voeux, open multilateralism. Deuxième axe, c'est pouvoir construire une logique de solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire, la solidarité? Ce n'est pas de la charité, la solidarité. La solidarité, c'est un concept juridique qui consiste à dire que les unités sont indissociables les unes des autres. Tout notre jeu international est un jeu associatif, de stakeholding, en quelque sorte, de partage des dividendes. L'Europe est fondée sur l'association. Il faut la refonder sur la solidarité. C'est-à-dire, les problèmes de l'autre, c'est mon problème, c'est mes problèmes. Et si l'autre ne guérit pas, moi, je serai malade. Donc, c'est dans mon intérêt, à moi, Allemagne, à soigner la Grèce. Ça, c'est un autre discours, c'est une autre logique. Troisièmement, une diplomatie d'inclusion, c'est-à-dire il faut enfin accepter de parler à tout le monde. Nous sommes arrivés à la déchéance qui est celle de la diplomatie de la tasse de thé, où on ne parle plus qu'à celui qui vous ressemble. Mais mon professeur en diplomatie, Paul Sharp, professeur à Minneapolis, il disait, il a écrit que qu'est-ce que c'est que la diplomatie? C'est l'art de gérer les séparations. C'est pas l'art de gérer l'amitié. L'amitié, il n'y a pas besoin de diplomate. C'est l'art de combler les gaps, les fossés qui séparent les acteurs entre eux. Donc on parle à tout le monde et pas dire on ne parle pas au Hamas, on ne parle pas au Hezbollah, on ne parle pas à l'Iran, on ne parle pas à la Syrie, on ne parle pas à l'Irak, on ne parle pas à la Russie, on ne parle pas à la Chine, on ne parle pas à la Biélorussie, on ne parle pas au Zimbabwe. Mais à qui on parle? À Albert II de Monaco? C'est pas possible. Bon. Enfin, tout dernier axe, ne lui répétez pas, tout dernier axe, la politique d'altérité. Il faut... L'altérité, ce n'est pas seulement l'autre, ce n'est pas otherness. L'altérité, c'est l'autre qu'on accepte dans ce qu'il est, dans ce qu'il a de particulier, dans ce qui fait sa différence. C'est donc la pleine reconnaissance, c'est le respect. Vous savez, mesdames et messieurs, vous avez le droit de vous moquer de moi. Je ne suis pas sûr que j'ai le droit de me moquer de vous. Parce qu'il est bon, il est sain, il est normal de se moquer de celui qui prétend avoir l'autorité. C'est dans la logique de la démocratie. Il est bon, il est sain, il est normal de se moquer de son égal. On fait ça entre copains tout le temps et ça renforce l'amitié. A-t-on le droit
de se moquer de celui qui est en statut inférieur et en statut de dominé. Non. En tous les cas, on peut le faire, mais si on fait ça, on va l'humilier. Si un copain se moque de vous, il ne vous humilie pas. Mais si vous vous moquez de quelqu'un qui est confronté à une situation dans laquelle il est en position de dominer, alors là, il va se sentir humilié. Et là, il va se venger. C'est la raison pour laquelle notre système international, il repose sur un volcan. Alors, ma dernière phrase, c'est pour vous raconter une histoire que j'aime bien raconter en conclusion de ces conférences. C'est un dramaturge que vous ne connaissez pas, personne ne le connaît, je vois que je le cite, personne ne me dit « Ah oui, je le connais », qui est Jacques Deval. Vous ne connaissez pas Jacques Deval? Vous connaissez Jacques Deval? C'est bien. Eh bien, Jacques Deval a écrit une pièce, moi, qui m'avait beaucoup touché. Tu sais, les pièces bébêtes au théâtre ce soir, Pierre Sabac, Guy Lux, Léon Zitrone et compagnie. Et il avait écrit une pièce qui s'appelle « Et l'enfer Isabelle ». C'était l'histoire d'une femme qui avait empoisonné son mari. Rien que ça. Mais elle était tellement habile qu'on n'a pas pu démontrer sa culpabilité. La dernière scène de cette pièce de théâtre, c'est le procureur général qui la convoque. Il lui dit « Isabelle, je sais que c'est vous, mais je ne peux pas le démontrer, donc je vais vous signer une ordonnance de non-lieu. Vous avez gagné. Mais l'enfer, Isabelle, vous y avez pensé à l'enfer ?» Et Isabelle répond « Chaque chose en son temps, monsieur le procureur. » Eh bien, c'est ça nos systèmes internationaux, c'est ça nos relations internationales d'aujourd'hui. Une formidable accumulation de violence et cette naïveté, cette illusion de penser que chaque chose en son temps, le retour tragique de l'humiliation construite, c'est pour demain. On a encore le temps d'en profiter. Merci. La première question est toujours impossible. Alors la deuxième. Ah, il y a une question là-bas. Bonsoir, Louis Monteil, étudiant. Donc merci pour cette intervention. Alors moi, j'ai peut-être pas compris quelque chose dans votre propos, donc vous allez sans doute me l'expliquer. Donc si j'ai bien saisi, vous nous proposez de remplacer l'analyse des RI en termes de puissance par celle en termes d'humiliation. Donc de sortir de la logique de chercher à comprendre les RI par l'unique recherche de puissance de la part des acteurs. Mais finalement, quand on est humilié en tant qu'acteur des RI, c'est finalement notre puissance qui est remise en cause, puisque c'est la représentation qu'on se fait de notre puissance qui s'en trouve amoindrie. Donc je vois pas en quoi analyser les RI en termes d'humiliation nous fait sortir de la logique de puissance. L'humiliation reste un facteur dans l'attribution d'un niveau de puissance, mais je ne comprends pas en quoi ça nous en fait sortir. Merci. Très très bonne question, et vous mettez le doigt là où j'ai probablement mal fait, c'est-à-dire que c'est pas exactement ça, et c'est là que je n'ai pas été tout à fait clair. Je vous vois plus, vous êtes où? Ah voilà, pardon, merci. J'ai là où peut-être il y a eu une petite ambiguïté qu'on va lever tout de suite. Je n'opposerai pas puissance à humiliation. J'opposerai puissance à intégration. Rappelez-vous, quand j'opposais Durkheim et Weber, je disais Weber considérait que la base de la sociologie, c'était la puissance, tandis que Durkheim disait que la base de la sociologie, c'est le lien social, c'est-à-dire l'intégration. Donc ces deux questionnements, vous questionnez en termes de puissance, ça ne veut pas dire que vous niez l'intégration, mais vous considérez que c'est là la clé de voûte, ou vous questionnez en termes d'intégration, ça ne veut pas dire que vous niez la puissance, mais ça veut dire que vous considérez que la clé de voûte du social, c'est l'intégration. Pour Durkheim, il ne peut pas y avoir de société sans intégration. Mais la puissance n'intervient qu'à titre second. D'accord ? Donc, ce sont vraiment deux questionnements qui, là, effectivement, s'opposent. Et effectivement, ce que je propose, c'est de revoir les relations internationales, non plus à l'aune
de la puissance, mais à l'aune de cette question de l'intégration. Je n'ai peut-être pas été assez clair là-dessus quand, dans mon hypothèse de départ, je distinguais Weber de Durkheim. Maintenant, j'ai une raison supplémentaire de préférer l'intégration à la puissance. C'est que la puissance, ça ne marche plus. Quand je disais sur un ton badin que les États-Unis n'ont pas gagné une guerre en 1945 sauf contre l'île de Grenade, je répète, ça ne veut pas dire que les États-Unis n'existent plus, ou sont en déclin, ou même ne sont plus puissants. Si, les États-Unis sont même probablement de plus en plus puissants. Et peut-être même que le différentiel de puissance est, de bien des points de vue, notamment sur le plan militaire et de la technologie militaire, s'aggrave de plus en plus au bénéfice des États-Unis. Mais ça veut dire que la puissance, c'est de la monnaie de singe. Ça n'a plus de pertinence, ça n'a plus d'effet. Vous avez la puissance, ça ne vous permet ni de gagner sur le plan économique, ni de gagner sur le plan culturel, ni même de gagner sur le plan militaire. Quand même que l'armée américaine ait été défaite par le FNL, que l'armée américaine n'ait pas pu venir à bout des talibans, que l'armée américaine n'ait pas pu venir à bout des Shebabs en Somalie, c'est quand même un signe de quelque chose. Et donc moi je vous dis, c'est faire fausse route en relations internationales que de continuer à fétichiser la puissance. Il faut regarder ce qui se fait ailleurs et donc aller vers l'intégration. Question ? Ah, bah, pardon. Bonsoir, merci pour votre intervention, c'était très enrichissant. Je voulais savoir, qu'en est-il en fait de ce que vous appeliez en 2011 la diplomatie de connivence et de l'évolution qu'elle a, enfin, comment on peut quel regard vous avez aujourd'hui justement sur les dérives oligarchiques justement du système international? Alors, merci pour cette question. Effectivement, c'est un point que je n'ai pas pu aborder ce soir. Pour moi, la diplomatie de connivence, c'était la coalescence, c'était la réunion dans un club de tous les puissants. Je vous en ai donné des exemples à travers le P5 et surtout à travers le G7. Avec une ambiguïté. C'est que, et j'ai essayé de vous la montrer, cette ambiguïté tout à l'heure, mais je reviens dessus parce que ça me paraît important, c'est est-ce que la Russie est toujours complètement dedans? L'optimum de la connivence, c'est quand, et ça c'était le cas à l'époque Yeltsin et au début de l'époque Poutine, où finalement il y a unanimisme parmi les puissants. Vous savez, même Poutine a beaucoup aidé les Américains en Afghanistan. Bon, la Russie a un vieux compte à régler avec les talibans, ça c'est certain. Mais la Russie, comme la France et l'Allemagne, mais même la Russie, une fois que les Américains sont entrés en Irak, n'ont rien fait pour les gêner. Même la France y a été, et la Russie également, de voter la résolution 1511 qui venait, 1483 puis 1511, qui venait légitimer l'intervention américaine en Irak et lui remettre au nom de la communauté internationale tous les pouvoirs pour gérer les affaires irakiennes. Bon. Donc il y a eu, en gros, jusqu'à la crise ukrainienne, une sorte de connivence, une connivence très forte entre tous les puissants, incluant la Chine aussi. Bon. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la diplomatie chinoise, d'ailleurs. Mais tout le monde est dedans. Il y a un moment où la mauvaise gestion par les Occidentaux de cette connivence a obligé la Russie à y renoncer. Mais même là, soyons très attentifs. Si Poutine avait voulu complètement couper les ponts, il y a longtemps que l'Ukraine aurait été absorbée et il n'y aurait pas eu de sommet de Minsk. C'est-à-dire, Poutine sait très bien que finalement, il tire un certain avantage de la connivence, simplement il dit, pas à ce prix-là. On ne veut pas être le connivent sur strapontin. On veut être un connivent sur pied d'égalité. Donc, la diplomatie de connivence n'est pas du tout finie. Tout le problème est de savoir selon quelle modalité et à quel prix et à quel coût la Russie rentrera dans le jeu.
Il y avait madame qui posait une question, il faut quand même faire alterner les dames et les messieurs. Bonsoir, merci pour la conférence et merci pour votre humour. Je voulais poser Ça, une question. c'est gratuit. C'était en fait une question sur la conscience des États à humilier en fait. Parce que je me doute bien que c'est une stratégie volontaire, mais que les effets de cette humiliation, vous avez dit que selon eux, c'était des effets à rebours et du coup, ils ne s'inquiétaient pas du boomerang qui allait, le regain des conséquences de l'humiliation qui allait leur tomber dessus. Mais selon moi, les effets, ils sont à court terme, puisque par exemple, le terrorisme, quand on a le 11 septembre ou Charlie Hebdo, ça touche nos sociétés à l'intérieur. Du coup, ces États... ils ont conscience qu'en fait détruire les structures ailleurs, comme ils ont fait par exemple en Irak, comme ça se passe au Moyen-Orient, c'est affaiblir notre propre démocratie. Et je ne comprends pas du coup cette volonté à humilier. J'ai l'impression qu'il y a un énorme paradoxe entre ce qu'on nous apprend, nous, étudiants en Sciences Po, en relations internationales, les théories qui disent que la société internationale, au final, c'est une seule et même société, une seule et même solidarité. Et en fait, cette réalité des États qui, eux, leur politique étrangère, c'est diviser pour mieux régner. Et ça se fait ailleurs, comme dans nos sociétés. Donc j'ai du mal à comprendre ça. N'ayez pas de mal. N'ayez pas de mal. D'abord, Durkheim, toujours lui, a développé cette fameuse règle de la méthode sociologique de non-conscience des acteurs, c'est-à-dire les acteurs décideurs n'ont pas véritablement conscience des effets pervers que portent leurs décisions, que portent leurs choix. Vous savez, les décideurs, c'est des êtres humains comme les autres, pas forcément plus intelligents, souvent davantage que le piéton des relations internationales, davantage aveuglés par une mémoire westphalienne qui leur fait penser que la solution militaire permet de résoudre tous les problèmes. Donc c'est de l'aveuglement. Et moi je sais que quand j'ai sorti ce livre sur le temps des humiliés, plusieurs diplomates du Quai d'Orsay que je connais bien m'ont dit « écoute, tu épingles là-dedans des comportements que nous connaissons, mais on les voyait même plus ». C'est-à-dire on ne se rendait même pas compte que ça pouvait être humiliant. Quand M. Hollande, je vous ai cité tout à l'heure cette phrase où il disait les élections au Mali doivent avoir lieu le 17 juillet, je serai intraitable là-dessus, il n'avait pas l'intention d'humilier, je suis persuadé. C'est un brave homme, Hollande. Il ne veut pas faire de la peine à quiconque. Mais c'est une grammaire du politique qui est la sienne, une grammaire du politique. Et effectivement, le boulot de l'internationaliste, c'est de décrypter tout ça. Mais pourquoi voulez-vous que tous les princes soient des optima de rationalité? Alors simplement, ce que je crois, c'est qu'il y a un effet très fort de l'expérience de l'échec sur le redressement. Je crois que le gaullisme, qui a produit une très belle politique étrangère, c'est le résultat de la défaite subie par la France en 1940, qui a profondément traumatisé le général de Gaulle. Et le général de Gaulle dit, bon, voilà, en 1940, on a perdu la puissance, donc il nous faut trouver autre chose qui est la grandeur. Ça vient de l'expérience du traumatisme de la défaite. La supériorité des Français sur les Anglo-Saxons, c'est que les Français ont passé leur temps à être défaits et que donc ils commencent à se rendre compte d'un certain nombre de choses. Les Américains n'ont jamais connu la défaite, jusqu'à ce grand tournant de 1989. 1975, ça a commencé avec le Vietnam, et ensuite à partir de 1989. Mais suivez bien la politique de Barack Obama. Barack Obama est un homme, je suis convaincu, qui a tiré toutes les conséquences de tout ça. Pourquoi croyez-vous que Barack Obama soit anti-interventionniste? Pourquoi Obama, contre même ses propres promesses, a choisi de ne pas intervenir en Syrie en août 2013? Pourquoi Obama a entrepris de négocier avec l'Iran alors que c'était encore Ahmadinejad qui était président? Pourquoi Obama a fait cette démarche en direction de Cuba? Pourquoi Obama est allé frapper Daesh à travers cette intervention contre véritablement ses propres choix stratégiques? Parce que c'est un homme qui a mesuré, à travers la tragédie
des États-Unis néoconservateurs, de l'Amérique néoconservatrice, qui a mesuré effectivement les impasses et qui est en train de reconstruire une autre politique étrangère américaine. Le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de relais aux États-Unis, d'où effectivement ce bilan en demi-teinte. Bonsoir. Bonsoir. Une question qui rejoint un peu la précédente. Je fais un mémoire de recherche sur la gestion par l'enjeu par l'Union européenne de l'enjeu hongrois en la personne de Viktor Orban, donc la dérive autocratique et tout ça. Et dans ce cas-là, l'humiliation est assez présente parce que la Hongrie a intégré l'humiliation du traité de Trianon et du traitement de l'Europe post-communiste par l'Union européenne. Plus 56. Voilà, la révolution de 56. Et en fait, il y a un conflit mémorial là, c'est-à-dire que l'Union européenne ne perçoit pas ces événements comme humiliants, mais la Hongrie, oui. Et je voulais savoir ce que l'Union européenne a comme capacité d'intégration en fait de la Hongrie à ce niveau-là, qui s'ostracise elle-même en fait, qui suit les comportements de déviance que vous avez décrits. Moi, je crois que votre système hypothétique est parfaitement exact. Le problème de l'humiliation, et vous l'avez parfaitement compris, c'est qu'elle se construit toujours dans une relation asymétrique. C'est-à-dire, il y a celui qui est humilié et qui va chercher à prendre sa revanche, disons, et il y a les autres humiliateurs, quelquefois non conscients de l'humiliation, et qui de toute façon ne portent pas le poids de l'humiliation. L'humiliation est quelque chose d'assez particulier, puisque finalement, elle n'est coûteuse que pour celui qui la reçoit, pas celui qui la donne. Ça coûte pas cher d'humilier quelqu'un. Mais le coût de l'humiliation est tel, c'est un tel coût, l'humiliation, que vous cherchez à vous payer dessus. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été humiliés vont déployer une stratégie victimaire pour pouvoir obtenir, grâce à celle-ci, les compensations auxquelles ils aspirent. Bon, c'est la raison pour laquelle je crois que le jeu international aujourd'hui ne peut pas demeurer associatif. Parce que dans une logique associative, la pratique de l'humiliation va toujours ressortir. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe, en situation de crise, est devenue, quoi donc, une machine à fabriquer des nationalismes. Regardez l'incroyable course à l'échalote nationaliste que l'on voit en Europe aujourd'hui. Partout en Europe. Partout. C'est-à-dire pas seulement en Grèce ou en Hongrie, c'est-à-dire dans des pays qui ont vraiment connu l'humiliation, mais vous le trouverez en Grande-Bretagne, vous le trouverez même en Allemagne, tous ces cortèges Pegida, etc. Donc le jeu associatif fait aujourd'hui de l'humiliation le principal carburant, et donc l'associatif, le jeu associatif nourrit l'humiliation et la banalise comme stratégie d'action. Pour contenir de tels dangers, il faut passer de l'associatif au solidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement considérer qu'il n'y a plus de compétition possible entre les acteurs qui prétendaient hier s'associer. C'est quelque chose très important. Aujourd'hui, l'association ne rapporte plus, parce que la compétition ne fait plus sens. Croyez-vous que la Chine ait intérêt à l'effondrement de l'économie occidentale? Non. La Chine a intérêt au succès de l'économie occidentale pour préserver son marché, pour préserver ses créances. Donc tout ceci montre que nous ne sommes plus dans cette logique de partage des bénéfices, on est dans cette logique de la solidarité dans la gestion des enjeux. Et à ce moment-là, effectivement, l'humiliation se trouvera effacée. On va prendre une dernière question, s'il y en a. Il y en a deux. Bonjour. Bonjour. Donc, Bonsoir. je voulais savoir par rapport à la théorie du jeu des identifications dont vous nous avez parlé. Il y a des théories qui mettent en avant, par exemple, Pascal Boniface qui parle du terrorisme en lien avec le conflit israélo-palestinien. Donc je voulais savoir si le jeu des identifications renvoie à ce genre de théorie. Mais absolument. Enfin, ce n'est pas une théorie d'ailleurs. L'identification est un phénomène sociologique. Quelles sont les conditions de l'identification? Il y a deux éléments.
Pour s'identifier, il faut être frustré de sa précédente identification, donc être à la recherche d'une identification de substitution. Et deuxièmement, il faut trouver dans le contexte des acteurs, des causes, des emblèmes avec lesquels vous vous sentez en harmonie. Le drame de l'identification, dont on ne parle pas suffisamment, qu'on n'analyse pas suffisamment, c'est que dans la société française, quand l'identification citoyenne de certains vient à s'émousser, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des identifications de substitution. Dans le marché des identités qui s'offre à nous, nous sommes dans un système mondialisé. Ces identifications n'ont plus de frontières. Vous allez trouver chez ceux qui, par votre histoire familiale, par votre imaginaire, par les causes qu'ils défendent, se rapprochent des choix, des valeurs que vous voulez affirmer. Et de ce point de vue-là, le conflit israélo-palestinien, Pascal Boniface a tout à fait raison, a une charge énorme en potentialité d'identification, énorme. Comme d'ailleurs, Daesh a une charge d'identification. Pourquoi? Eh bien parce que Daesh défend ses exclus, ses marginaux de l'Irak, ses victimes d'un système politique corrompu, vermoulu, faiblement légitime, dictatorial, despotique, autoritaire, violent, etc. Mais c'est formidable. Ça, c'est des phénomènes que l'on voyait en France dans les années 30, où les militants communistes s'identifiaient aux républicains espagnols. Parce que, face à une déception dans le port de l'identité citoyenne, ils trouvaient dans cette identité de substitution des moyens de mieux affirmer ce qu'ils sont. Donc, premièrement, ça veut dire on ne combat pas par la prison ces mécanismes d'identification, ça se passe dans la tête des gens. Si vous les réprimez, ils vont s'identifier encore plus. C'est une spirale inflationniste folle. Et deuxièmement, il faut créer les conditions, alors ça rejoint encore la question de tout à l'heure, les conditions d'une véritable intégration. Là où il y a de l'intégration, il n'y aura pas d'identification de substitution. Est-ce que vous croyez que moi, par exemple, qui au soir de ma vie professionnelle me sens parfaitement intégré, je vais aller m'imaginer des identifications de substitution? Non. Il y a un marché de l'identification de substitution, il faut tarir ce marché. C'est une très grande question et il faut arrêter de traiter ça par les formules toutes faites, les bad guys, toutes ces choses qui nous arrivent, convoquer des gamins de 8 ans au commissariat, foutre un simple d'esprit en prison parce qu'il a dit n'importe quoi sur la voie publique. C'est une très dangereuse direction que nous prenons là, très dangereuse. C'est la raison pour laquelle, vous savez, moi, je ne cache pas, hein, j'ai été parmi ceux qui ont trouvé que nous n'avons pas su, contrairement à la légende, la société française n'a pas su réagir aux tragédies que nous avons vécues au début du mois de janvier. Il faut avoir le courage. Une société courageuse à partir du moment où elle sait regarder la réalité en face. Moi, ce sont des événements qui m'ont profondément marqué, parce qu'il se trouve que Bernard Marie, c'était un de mes amis, quelqu'un que j'aimais énormément, que je respectais, et donc quand j'ai appris qu'il a été assassiné, je me suis senti blessé au plus profond de moi-même, mais j'ai trouvé que cet automatisme de la réplique nous engageait vers des demains qui seront probablement encore plus douloureux que ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Ayons le courage de regarder cela en face. Ayons le courage. Et ne jetons pas des anathèmes quand on n'est pas dans les automatismes. Ces mécanismes d'identification, c'est des choses terribles, terribles. Bonjour Monsieur Badi, Denis Saroméas. Je voulais simplement revenir sur un point avec vous. En fait, quand vous parliez des tristement drôles JT de 20h tout à l'heure, moi, à mon sens, au XXIe siècle, les médias font partie intégrante des nouveaux acteurs des relations internationales. Et comme cinquième piste aux 4 que vous nous avez déjà cités, une restructuration des médias, du rôle des médias dans nos sociétés est peut-être importante, voire nécessaire.
Après, est-ce que c'est possible? Là est la question. Vous savez, madame, moi je suis tout à fait d'accord avec votre philosophie et votre interprétation, mais j'aime pas les restructurations, ça me fait peur. C'est-à-dire, j'aime pas qu'un pouvoir politique réagisse en disant là, on va restructurer les médias. Je me rappelle que le général de Gaulle, pour qui j'ai énormément de respect, mais avait fait un pas de clair après mai 68 en mettant au pas l'ORTF. On ne peut pas faire des choses comme ça. Les médias ne sont que le pâle reflet des attentes de la société. D'ailleurs, si vous parlez à un professionnel des médias, il s'empressera de vous le dire. Moi, ce que je veux, c'est plaire pour avoir un audimat. Et effectivement, pour avoir un gros audimat, il vaut mieux être le journal de TF1 ou de France 2 qu'être Mediapart. Hein. Et encore, Mediapart fait déjà pas mal de concessions pour subsister. Ce que je crois, moi, encore une fois, je suis durkheimien, il faut une prise de conscience morale. C'est-à-dire, il faut voir où sont les vrais problèmes. On ne peut pas débouler, comme l'a fait un homme politique français que je ne nommerai pas, que vous reconnaîtrez peut-être, ne peut pas débouler au journal de 20 heures en disant aux Français, au public, aux auditeurs, téléspectateurs français, que cette guerre est une guerre de civilisation. D'abord parce que ça ne veut rien dire, ça veut absolument rien dire, et parce que si ça veut dire quelque chose, c'est faux de toute façon. La société française, elle s'en sortira que si elle sait tendre la main à tout le monde. Hein, tendre la main à tout le monde. Encore une fois, ne prenez pas ça pour un propos pleurnichard. Tendre la main à tout le monde, c'est la définition que moi j'ai donnée aux politiques le jour où je suis entré en sciences politiques. C'est-à-dire savoir créer la cité de la coexistence. On ne peut jamais faire de cité avec la stigmatisation. Hein, et quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, qui est le pape François, il a eu le courage de le dire. Il faut tendre la main à tout le monde, il faut parler avec tout le monde. Et ça ne veut pas dire l'approuver, mais cet homme, j'allais dire ce diable d'homme, ça aurait été méchant compte tenu qu'il est Saint-Père, mais cet homme a un courage et une lucidité, moi, qui force mon admiration. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je vous ai dit du bien de qui ce soir, hein, de Kofi Annan, de Barack Obama et du pape François. Je pense que c'est à partir de cela, et les médias, ils suivront, vous savez. Les médias, c'est suiviste. C'est les entreprises à fric. Et le fric, il va là où il y a de la demande. Ce qui n'empêche, et là vous avez tout à fait raison, qu'il porte une responsabilité énorme. La manière dont est présentée ces tragédies du début du mois de janvier par les médias est terriblement irresponsable. On va peut-être arrêter là.